Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Alors aujourd'hui, on va parler de maison en ossature bois et de différentes manières d'en faire une. Alors j'ai la chance en tout cas d'avoir un invité exceptionnel avec moi qui est Dirk Cobert, qui est un grand spécialiste de la maison en bois et surtout avec un peu de paille dedans. On en parlera plus précisément tout à l'heure. Et par téléphone, hélas, on aura Sébastien. Alors, Sébastien, c'est le fondateur de Faciblock et il nous racontera un peu justement son histoire et un petit peu ses produits. Et j'espère que la communication ne sera pas trop mauvaise parce que malheureusement, là où il n'a pas de communication. Il est encore sur la route. Il y en a qui bossent. Bonsoir, Tom. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu une présentation des plusieurs manières de faire une maison en ossature bois. Alors moi, ce que j'ai fait dans mon expérience, j'étais démarré avec du vrac. Donc ça, c'est une possibilité. Je vous montrerai aussi un peu les avantages et inconvénients de cette méthode. La deuxième méthode que j'ai envie de vous proposer, c'est des murs déjà préassemblés en usine. Et là, il y a plusieurs fabricants qui le font et Faciblock a une particularité par rapport aux autres. Et puis, dans Faciblock, il y a encore une autre possibilité, c'est d'acheter ce qu'on appelle du pré-cut. Et là, il y a un usage tout à fait ciblé dans le pré-cut. Ça va être notamment pour mettre de l'isolation en paille. Et là, en plus, on a le spécialiste et c'est lui l'inventeur du concept, en tout cas de chez Faciblock. Ils ont adapté des murs et du coup, fatalement, ils l'ont appelé Facipaille, tout simplement. Donc, on va vous présenter un peu les différentes choses. Et puis, à la fin, ce qu'on propose, évidemment, moi, j'ai déjà collecté pas mal de questions qui m'ont été posées par les uns et les autres. Et comme j'ai au moins un spécialiste avec moi et probablement Sébastien par téléphone, on aura l'occasion d'avoir des réponses d'une manière tout à fait pertinente par les bonnes personnes. OK. Alors, je vais vous partager mon expérience à moi. Alors, la seule chose vraiment dire, je vais partager l'écran. Alors, en espérant que parfois les manipulations, j'ai toujours un peu des petits problèmes. Voilà, il doit être là. Est-ce que vous pouvez me confirmer avec un pouce que vous voyez bien mes photos? OK, super. Alors, je vais maintenant essayer de le mettre en grand. J'espère que ça a toujours fonctionné aussi. La première partie, quand on a fait avec le vrac, c'est qu'on a reçu, avant même de commencer la construction, tous les isolants pour une simple raison, c'est qu'on avait un problème de stockage sur le terrain. Et vous voyez que les isolants, ça représente quand même du volume. Vous voyez le camion. Et ça, ce n'était qu'un des camions. Alors, on avait, nous, un autre problème, c'est que j'avais un accès très compliqué sur mon terrain à bâtir. Et du coup, on avait tout déchargé sur la place du village. Et après, on avait chargé les ballottes d'isolant sur une remorque. Et en plus, vous voyez ça, le passage chez nous, c'était en marche arrière. Alors, on a tout stocké dans un emplacement qui sera notre future piscine. On a bâché. Vous voyez devant la bâche sur la quatrième photo où on voit déjà les technopures qui sont en place. Et puis là, on a réceptionné les camions de bois. Alors, j'avais voulu acheter chez un fournisseur de bois local des bois et j'avais plusieurs problèmes qui n'arrivaient pas à me résoudre. Le premier problème que j'avais, c'était qu'il n'était pas sûr de me fournir les bois à temps. Le deuxième, c'est qu'il n'était pas sûr qu'ils allaient tous passer au séchoir. Et en plus de ça, il y avait un problème de transport. Du coup, j'ai été voir un peu plus loin que les Alpes d'Haute-Provence où je suis résident. Et du coup, malheureusement, on les a fait venir d'Allemagne. Et là, il y avait un impératif, c'est que j'étais obligé d'acheter un camion complet. Alors, on voit que le camion n'est pas tout à fait rempli, mais quand il est complet, c'est au niveau du poids. Et du coup, celui qui a que malheureusement une extension de maison à faire ou bien simplement une petite maison, avec un camion, il n'y arrivera jamais. Donc, l'objectif de ces sociétés-là, généralement, c'est de s'adresser à des constructeurs de maisons. Et là, ils vendent du stock, que ce stock sert pour la maison de Pierre-Paul Jacques, ça n'a pas beaucoup d'importance en fin de compte. Après, quand on travaille avec du vrac, fatalement, on a acheminé tous les bois sur le chantier. On voit la pile sur la photo 7 où là, on voit à droite de la table de découpe qu'on s'était mis avec une bonne scie. Donc, il faut aussi du matériel. Et là, on a commencé à couper toutes nos poutres à bonne dimension. Donc, on viendrait un petit peu à ce qu'on verra tout à l'heure, comme si on avait un peu du pré-cut. Mais à chaque module qu'on voulait assembler, il fallait évidemment couper ces bois. Alors, sur la photo suivante, on voit la dalle bois qui a été installée, on voit les premiers murs qui commencent à s'assembler, et puis là, on les assemble au sol, et après, on les redresse gentiment. Une fois que cette étape-là a été faite,
on a été mettre un contreventement. Alors, j'ai mis un contreventement par l'extérieur avec du DWD. Alors, c'est un peu l'équivalent d'un AGEPAN, donc que ce soit l'un ou l'autre. Le tout, c'est que ce soit des matériaux qui soient perspirants. Et en France, il y a encore beaucoup de chantiers où malheureusement, je vois de l'OSB en extérieur comme contreventement, ce qui n'est pas l'idéal de l'idéal. Ça peut se faire, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, on a, nous, encore mis de la fibre de bois à l'extérieur avec une partie un peu spéciale peut-être pour vous. C'est sur le mur, vous voyez à droite un mur blanc et en fait, c'est la fibre de bois déjà recouverte d'une première couche de crépi. Tout simplement, mais ça me permettait de passer l'hiver tranquillement avec le produit sans devoir avoir des bâches ou des parapluies de tous les côtés. Une fois qu'on a fait ça, ben, on a travaillé à l'intérieur. Il y avait certains murs qui n'étaient pas contreventés, donc on a fait contreventement intérieur. Et puis là, ben, c'était un peu l'inconvénient. Alors, on a été quand même très vite sur le chantier. On a réussi à faire le hors d'air en 20 jours. Je vais peut-être rajouter encore plus ou moins 5 jours de travail pour mettre toute l'isolation intérieure. Et du coup, ce chantier que je pensais avoir été super vite, et là on était à plus ou moins 4 à 5 à 6 bonhommes tous les jours. Et la technique qu'on va vous montrer maintenant, je vais vous faire un petit film que je vais vous partager sur FaciBlock. Et sur ce film, vous allez voir que là, l'étape va beaucoup plus vite. Et Dirk pourra le confirmer. Une maison de 100 mètres carrés avec 2 à 3 bonhommes en maximum 2 à 3 jours. Tu confirmes, Dirk? Oui, je confirme. Donc ça, c'est l'énorme avantage. Donc là, vous avez déjà un mur qui est contreventé par l'intérieur, qui est contreventé par l'extérieur. Donc à l'intérieur, on va travailler de l'OSB. On parlera tout à l'heure un peu plus de technique. Et il est déjà isolé de l'intérieur. Donc toutes les étapes que moi j'ai dû faire en plusieurs fois, ben là, vous avez l'occasion de l'avoir en une seule fois. Donc même si vous payez un petit peu plus cher peut-être les éléments, il faut aussi tenir compte de tout le coût de la main-d'œuvre que nous, on a mis en place. Et fatalement, ben, là, vous pouvez un peu retrouver les choses. Et je parlais tout à l'heure peut-être d'une allusion que j'avais eue à cette même discussion par rapport aux pieuvres électriques. Il faut savoir que dans les pieuvres électriques, les grosses sociétés arrivent à vendre 80% de leur production est vendue à des professionnels. Lorsqu'on départ, on se dit, oh, les pieuvres, ça c'est pour les amateurs, c'est pour l'autoconstructeur, c'est un petit de facilité. Et quand je pose la question un peu aux professionnels, mais pourquoi vous achetez ce produit-là? Ils me disent tous la raison suivante. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et d'aller à l'essentiel sur nos clients et surtout de pouvoir honorer les délais. Et je crois que ça, c'est vraiment la même chose qu'on va retrouver ici avec FaciBlock. Ça va être des murs qui vont faciliter le travail du professionnel, surtout qu'on sait qu'il y a des pénuries parfois de main-d'œuvre. Alors, même si vous payez la matière première un petit chouïa plus cher, comme il y aura beaucoup moins de main-d'œuvre, je ne suis pas convaincu que si vous faites le calcul, ça vaut encore la peine de le faire soi-même. Après, tout dépendra de la circonstance et du cas précis. Mais je pense qu'une manière générale, ça vaut la peine en tout cas de faire un devis comparatif et là, vous en saurez un peu plus. Donc, je vais me permettre de lancer le film. Et là, j'espère qu'il va se mettre en grand parce que sinon, je vais être vraiment frustré. La première partie, c'est vraiment des arguments un peu, je dirais, commerciaux qui poussent sur les raisons de FaciBlock. On parlait d'économie, mais économie parce qu'on arrive directement à une bonne isolation et surtout un gain au niveau du temps. On voit à l'arrière l'assemblage des blocs. Donc, ce sont des blocs de 60 cm. Et vous voyez qu'un homme tout seul peut le porter, puisqu'on est de l'ordre de 20 kg l'élément. Plutôt 45. 45, excuse-moi. Ici, on voit que c'est une installation sur une dalle bois. Et justement, on voit Sébastien, qu'on aura au téléphone, on le voit à l'œuvre avec le plan en main. Donc, la première chose, ils ont installé une lisse basse. Et après, ils vont installer les éléments de coin. Alors là, l'élément de coin est fatalement un peu plus lourd, puisque vous avez un élément de retour. Vérifier les aplombs, ça me paraît tout à fait logique. Et à ce moment-là, on vient caler ça de tous les côtés. Et hop, directement, on commence déjà à assembler les différents modules ensemble. Une belle petite caméra aérienne. Et là, on voit qu'ici, à l'extérieur, il y a directement déjà la préparation du bardage qui est déjà mis en place. Donc, il y a mis un pare-pluie et aussi des petits litos pour mettre le bardage en place.
Alors, si vous travaillez de cette manière-là, vous pouvez directement mettre vos poutres ici en I dessus, et puis au-dessus, on va mettre le plancher en OSB. Et du coup, si on était en R+1, on peut directement assembler. Et si pas, là, c'est un toit plat, ça sera certainement une couche de PDM ou d'autres procédés. Alors ici, on voit maintenant la dalle au bas, qui est une dalle béton. Donc, comme ça, on a vu les deux possibilités, parce que j'ai une question en tout cas, c'était de Isabelle, en demandant si c'était uniquement réservé aux dalles bois. Mais non, bien entendu, on peut travailler de manière très classique sur des dalles en béton. Alors, si vous connaissez des ouvriers ou des professionnels qui travaillent aussi vite qu'eux, ça serait pas mal, hein. Donc là, c'est vraiment sur le phénomène de time-lapse, mais ça permet surtout d'avoir une visualisation que vous voyez qu'il n'y a pas de grue, il n'y a rien du tout. Alors, à l'arrière, on voit quand même qu'il y a une grue, mais ici, vous voyez qu'elle n'est pas occupée au niveau du travail. Alors là, on voit l'assemblage du pare-pluie sur la fermette. Voilà, la grue vient un tout petit peu aider pour la mise en place de la première fermette, mais après, vous allez voir qu'ils vont le faire à la main de manière très facile. Donc, le gros avantage, je crois que vous venez de comprendre, c'est que vous voyez que deux hommes sur le chantier et vous voyez surtout qu'il n'y a pas besoin d'engins de manipulation lourde. Alors, si vous avez un engin à côté, évidemment, il pourra vous amener les matériaux, ça sera plus facile, mais il n'y a pas d'obligation du tout. Donc, au niveau économique, ça peut aussi faire la grande différence. Alors, je vous assure, maintenant, pour ceux qui ne veulent pas travailler des fermettes, il est tout à fait possible de travailler des charpentes traditionnelles. Après, les techniques des constructions, chez Facilblock, ils ont un bureau d'études aussi, et donc chaque cas sera étudié, et du coup, en fonction de votre besoin, ils vont faire les éléments qu'il faudra au niveau de la structure des murs. On peut évidemment faire des casquettes de toiture, et là, on voit sur la construction, si c'est un peu particulier, ils sont sur des pieux vissés et avec dessus, il y a encore des pieux en bois. Ça peut être aussi maintenant sur des pieux béton. Donc, vous voyez que toutes les constructions classiques sont là. Et évidemment, les finitions intérieures, vous pouvez travailler avec des rails en métal pour le placo ou si vous voulez directement travailler des liteaux de bois, vous pouvez le faire aussi. Et au niveau de la toiture, toutes les toitures imaginables sont possibles de mettre dessus. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo, donc moi je vais arrêter ce partage. Mais là je montre en fait la constitution des murs, dire que si tu peux un peu m'aider pour le commenter, et après on aura un peu Sébastien au téléphone pour son histoire. Donc il y a deux types de murs les plus répandus chez Faciblock qui sont le Faciblock et le Faciblock Confort. Dire qu'est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bon, les Faciblock standard, donc désolé, je vais pas la place de Sébastien qui était censé être là, mais bon. Alors, regarde, j'ai Disons- quelque chose de mieux. Là, tu me vois mon écran? Oui, devant ton écran. Alors, Voilà, gentiment, on m'a envoyé deux morceaux d'échantillon. Alors, donc, on voit d'un voilà, côté ici, c'est le côté intérieur en OSB, voilà. L'intérieur USB et côté l'extérieur, un panneau en extérieur, fibre de bois et à qui est ouvert à la l'intérieur. vapeur d'eau. Voilà. Donc, ça, c'est la base. Et le deuxième élément qu'on m'a envoyé, Dirk, c'est le Faciblock Comfort Plus. Et lui, il est prêt à être bardé sur son bardage horizontal. Donc, si jamais on veut l'axe vertical, il faut ajouter une lattage. Donc, il sort d'usine avec un panneau de 40 mm extérieur en fibre de bois, par pluie et contre-laté déjà pour prêt à poser un bardage. Donc, la grande différence. Le premier mur, il est destiné à recevoir un panneau supplémentaire pour recevoir un enduit. Et ce mur qui est dans la main, c'est pour recevoir une finition en bardage. Donc là, il y a encore un panneau supplémentaire qui viendra pour mettre ton enduit dessus. Absolument. Pas le droit de mettre les panneaux sur des blocs. Les panneaux pour un petit peu d'enduit doivent être croisés. Donc, il est impossible de les poser en préfabrication. Ils doivent obligatoirement poser sur place, sinon on n'est pas dans la réglementation des panneaux de pose support d'enduit. Voilà. D'accord. Eh bien, moi, je trouve qu'on va redonner maintenant la parole à son inventeur. Donc, Sébastien, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Faciblock, comment t'es venu cette idée saugrenue et un peu ton histoire? Bien sûr, oui. Donc, moi, ça fait 25 ans que je faisais des maisons en secteur bois traditionnellement, comme tout le monde, en longueur de mur de 4 mètres, 6 mètres avec rue, et avec un coût qui était élevé, qui était réservé à une catégorie socio-professionnelle. Et j'ai voulu faire en sorte que le secteur bois soit accessible à tout le monde.
Et donc, l'idée de le faire maniportable a été à la base des autoconstructeurs. Donc, enlever une partie manutention et pose qui était élevée. Et également de réduire les coûts de chute. Parce qu'avec un FaciBlock en 60 par 280, nous avons zéro chute. Et donc voilà comment l'histoire de FaciBlock a démarré. C'était par une réflexion en fait de simplicité de la maison au Saturbois. Et toi, tu es du côté du centre de la France, je pense. Clermont-Ferrand, oui. Donc, l'inconvénient, si je l'entends bien, c'est qu'il y a un tout petit peu de pollution grise par le transport, ce qui est logique. Mais à mon avis, quand on achète une maison, on est vite pratiquement avec un camion complet. Donc, il n'y a pas trop de coûts transport sur l'ensemble des éléments. Complètement. Complètement, une maison représente un camion, voire deux camions si jamais la maison est grosse. Et là, dire que le confirmer, puisqu'elle a dit bien en recevoir une. Mais dans l'ensemble, nous travaillons essentiellement des produits français. Nous avons des bois d'ossature auvergnats. Bon, ça veut dire que déjà à la base, le produit ne circule pas. Nous avons même intégré aujourd'hui une série à la base de notre fabrication. Super. Donc, les produits ne circulent pas. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir faire une maison, on va dire, une fois la commande passée, sous 2 mois et demi, cette maison, 2 mois et demi à 3 mois, la maison est fabriquée. Wow. Et quand tu dis 2 mois et demi, 3 mois, c'est à partir du moment où la commande est confirmée avec évidemment toutes les spécifications techniques. Oui. Alors là, nous avons des dessinateurs internes qui vont faire des calculs de descente de charge. Pour des maisons, on va dire à 80, voire 90% des maisons, on est capable de faire des descentes de charge internes. Si demain, on nous demande un R+2 ou R+3, là, on va se faire réaliser d'un bureau externe. Mais la majorité de tes demandes, c'est du rez-de-chaussée ou R+1, non? C'est ça. Rez-de-chaussée, R+1, extension beaucoup de plus en plus. Parce que l'avantage du FaciBlock, c'est qu'on passe par la porte d'entrée et qu'on va travailler derrière la maison. Donc on a de plus en plus de demandes sur Paris pour des extensions également. On a besoin dans tous les cas d'avoir une équipe de 2 à 3 personnes pour faire le montage. Aujourd'hui, on a assez de recul pour savoir qu'une maison de 100 mètres carrés, il faut environ 3 jours pour la monter. Ça, c'est rapide, hein? J'ai une question justement de Jean-Pierre qui va te concerner. Et alors, lui me disait, alors, je lis son commentaire sur Facebook, donc il doit être certainement très pertinent. À mon avis, il est charpentier. Et il dit, ça devient ridicule, on doit respecter le DTU avant de poser cette horreur. Qu'est-ce que tu peux lui répondre à ce brave monsieur? Et donc, nous avons respecté à 100% le DTU 31.2. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, nos blocs sont faits de montants d'ossature bois en 45-145. Et tous nos calculs de descente de charge sont au respect d'une part de l'Eurocode 5 et en plus du DTU 31.2. Il y a 15 jours, nous étions à l'essai au CSTB et nous venons d'obtenir en plus du DTU 31.2 notre avis technique sur le CSTB. Wow! Donc ça, c'est le champagne, ça. Oui, ça va être champagne pour tout le monde. Cool. Ben donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et du coup, ben, en même temps, on a répondu à Jean-Pierre qui peut te rassurer. Et moi, je lui propose la chose suivante. Ben, il n'a qu'à essayer une fois une maison, une extension, ou de venir sur un des chantiers, puisque je pense que ce que tu fais avec FaciBlock pour les professionnels, c'est souvent quand il y a un chantier à droite ou à gauche, ben à ce moment-là, tu ouvres les portes de ce chantier à des professionnels, justement, pour qu'ils puissent comprendre et venir voir la technique et éventuellement l'appliquer après. Complètement. Tous les chantiers sont ouverts, donc tout le monde peut venir voir les chantiers. Moi, je suis un ancien charpentier, hein, j'étais sur les toits à 14 ans. Donc, ce que l'on a voulu, c'est simplifier un petit peu cette façon pénible de travailler à genoux par terre sur les chantiers. On ne veut surtout pas reprendre leur travail, on veut le simplifier. De la même manière que l'a été simplifié les menuiseries il y a 20 ans, aujourd'hui, plus personne ne fabrique ces menuiseries. Nous avons des poseurs. Comme a été simplifié également les fermettes, il faut qu'on s'adapte au temps d'aujourd'hui. Tout à fait. Et puis, en plus de ça, ben, la société s'adapte aussi à des demandes particulières, notamment de Dirk, quand il était venu te voir en disant, ben, tiens, et si on faisait quelque chose un peu particulier avec de la paille, et du coup, ben, vous avez mis en place un nouveau système qui s'appelle FaciPaille. Est-ce que tu peux un peu nous dire l'expérience par rapport à Dirk? Et après, on laissera la parole fatalement à Dirk. Complètement. Là, l'idée est 100% de dire
car c'est lui qui est à l'origine de ce nouveau procédé. Encore une fois, par de la simplicité et grâce au pre-cut, en fait, on ne fabrique pas que du FaciBlock, on est capable de s'adapter notamment à FaciPy, mais là, je laisserai dire en parler plus ouvertement parce que c'est encore une fois son idée et son développement. Mais nous sommes ouverts un petit peu à tout. On a une K2, une K3, donc on est capable de fabriquer des planches intermédiaires, des charpentes, et notamment le pre-cut pour le FaciPy. Car le FaciPy, même s'il porte un petit peu le même nom, n'a pas du tout la même technologie d'assemblage que du FaciBlock ou du Conventus. Le charpentier qui est intervenu. Alors, c'était Jean-Pierre. Jean-Pierre. Nous travaillons de plus en plus avec des charpentiers. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, nous ne trouvons plus de compagnons capables de tracer et de pouvoir fabriquer soi-même. Et donc, l'avantage de FaciBlock, c'est le fait d'avoir ce bureau d'études interne, va leur simplifier la tâche, et les sécuriser dans la façon de travailler. Ça veut dire que demain, s'ils ont 2, 3, 4, 5 chantiers, ils peuvent les recevoir, alors qu'avant, ils étaient capables d'en prendre qu'un seul par mois. Et bien aujourd'hui, ils vont être capables de prendre 3, 4, 5 chantiers parce qu'on va être là pour travailler en partenariat avec eux. Et donc, ils vont s'occuper maintenant du montage et non plus de la conception. Et donc, c'est un poids en moins pour eux. Nous avons une assurance qui est la SMABTP, une assurance française. Donc, on est une entreprise française avec une assurance française, c'est important. Et donc, ils vont pouvoir se reposer sur nous sur tous les calculs de descente de charge. Mais si je t'écoute, Sébastien, et que j'entends un peu la presse et tous les problèmes, on voit que la construction a un énorme problème. Pourquoi? Parce qu'aussi, à cause de la loi climat et résilience, il y a plein de changements qui se font et ils ont attendu le dernier moment pour s'adapter et ils ne sont pas prêts. Tandis que vous, avec la construction au bois et la manière que tu fais ton isolant, tu réponds tout à fait aux normes et vous êtes prêt à y aller. Et du coup, les gens qui travaillent ce genre de produit ont un problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à suivre la demande. Et le fait justement d'avoir une construction simplifiée va faire qu'ils pourront faire plus de chantiers. On est là vraiment pour être en partenariat, pour les soulager d'une partie qui peut être compliquée. Écoute, en tout cas, nous, on te remercie. Désolé pour la communication. On trouvera une autre solution. Et puis, en tout cas, un tout grand merci pour ton intervention parce que le son était très clair. Et puis là, on laisse la parole à un autre spécialiste qui est Dirk. Donc, ça devra bien s'en sortir. Je te souhaite la bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée à toi. Voilà, Dirk, je te laisse la main. Voilà, en fait, là, c'était le prototype de FaciPy qui était dans l'RFI de l'Hérault. Champion de conduite parce que le train totalement inaccessible et on avait besoin d'une grue. La fâcheuse tendance des écolos qui veulent maison en paille et autres, c'est de trouver des terrains totalement perdus. Donc aujourd'hui, ils auraient su une maison pareille dans l'Aude, même histoire, donc des accès, mission impossible, mais on y arrive. Et l'avantage, donc, c'est FaciPy. Donc, FaciPy, c'est né dans la même philosophie de FaciBlock. Moi, je travaille depuis 15 ans avec des autoconstructeurs en accompagnement. C'est ce que je me suis rendu compte que c'est très souvent, il y a des problématiques sur la partie charpente. Soit ils ont peur, soit ils sont un peu frileux, soit bon, bref, en tout cas, c'est où la charge de travail est trop lourde. Des charpentiers sur place, ils connaissent pas forcément la paille, donc ils sont pas trop. Ça commence à venir, mais bon, il y a quand même plein de charpentiers qui savent pas trop comment se approcher de la paille, sauf qu'ils sont formés dans le réseau RFCP. Et moi, j'ai trouvé cette idée de FaciBlock, donc à la base, qui simplifie la construction. Je me suis inspiré de cette idée-là et à tout hasard, j'avais un chantier, j'avais besoin de pré-4 pour un étage complexe. Et donc là, j'avais des clients en cours qui n'ont pas trouvé de charpentier. J'ai dit, allez, pré-4 adapté à la paille, on est sur une FaciPy. Aussi simple que ça. Pour moi, FaciBlock, à la base, c'est un vrai coup de cœur parce que c'est le mur que j'ai fabriqué moi-même sur 3, 4, 5, 6 mètres, comme a dit Sébastien tout à l'heure, sur place, avec mes clients ou pour les clients. Et cette idée de faire des blocs portables, je trouve ça juste génial. Et dans le même esprit, donc, on a fait naître FaciPy parce que ça répond à un besoin sur le terrain de simplifier la tâche et rendre le chantier plus fluide. Et donc là, FaciPy, c'est une technique qui est non seulement excentrée pour la pose de botte à la paille. C'est pas la bonne technique parce qu'il y a sur la pose de paille, il y a une dizaine de techniques différentes et chacun dit, bon, c'est la bonne technique. Il n'y a pas la bonne technique. Donc, FaciPy, pour moi, c'est une condensée de 15 ans d'expérience
qui répond à la plupart des problèmes ou des contraintes difficiles que j'ai rencontrées dans les diverses constructions de maisons en paille. D'accord? Et je continue maintenant à montrer une photo. Donc là, tu as mis sur la photo suivante la miniature. Donc là, c'est une construction classique, entre guillemets, d'une ossature avec la différence, c'est que tu n'as pas dû découper, tu as dû juste trouver les éléments du puzzle. Exactement. Nous, en fait, le pré-4, tout est taillé numériquement. Donc, les listes basses et listes hautes sont entaillées avec des entraxes adaptés à la boîte de paille. Nous, on fait de face paille. Donc, l'idée, c'est de adapter, donc créer une kit mûre à assembler sur place avec un contournement extérieur perspirant. Donc, parce que la paille nécessite obligatoirement un travail perspirant pour maîtriser la vapeur dans le point de rosée, pour éviter que la paille pourrit. Le seul ennemi vraiment de la paille en construction, c'est l'eau, sous quelque forme que ce soit. Donc, et du coup, on assemble sur place la structure taillée sur mesure en fonction de la boîte de paille et les plans du porte de projet. Et donc, si j'ai bien compris, c'est que tu tailles les murs, la largeur, enfin, l'écartement de tes montants en fonction de la botte de paille locale. Donc, c'est vraiment, là, on Oui, n'amène pas la paille de loin, elle doit être locale. voilà, l'idée c'est ça. L'idée c'est ça, en fait, couper la pente, industrialiser la structure bois pour faciliter le travail, pour aller plus vite, et tout en restant mettre la boîte de paille locale à l'honneur du projet. Super. Puis après, ben là, on voit sur la photo suivante, ben, tu passes simplement l'étape où tu montes les murs. Donc là, ben, d'une manière traditionnelle, ça peut être levé à la main, puisque là, ils ne sont pas très lourds. Ou sinon, ben, un lève-mur et ça se règle très facilement. Absolument. Après, voilà, c'est une très belle. La construction en paille, c'est vraiment mon coup de cœur depuis longtemps. J'ai commencé la construction écologique pour la construction en paille. Donc, ça fait. Et j'ai eu la chance en 2007 de faire le tour de France de construction écologique. Et j'ai vu 7, 8 techniques différentes de la construction en paille. Et c'est ça qui m'a ouvert l'esprit. Parce qu'à l'époque, tout le monde disait, moi, c'est la bonne technique, moi, c'est la meilleure technique. Faut que je caricature un peu. Mais j'ai vite compris que les techniques, ils sont en fonction de différents du profil des projets. Et donc, FastiPaille, donc ça correspond à la DTU, un contournement extérieur. La paille, elle arrive, la maison, elle est déjà hors d'eau, voire hors d'eau, hors d'air. Donc, c'est une grande sécurité pour la construction en paille. Ouais, c'est super. Et sur la dernière image, ben, de nouveau, l'avant-dernière plutôt, donc la miniature, là, on voit que la maison, ben, elle est comme une maison classique en ossature bois. Et sur la photo suivante, qui est un dessin, en fait, puisque là, la paille, vous n'avez pas encore mis en place. Et là, en fait, c'est une miniature de la conception, en fait, de ton projet. Absolument. Donc, ça pose les boîtes de paille debout, ce qui permet donc d'avoir un anthrax en dessous de 60 cm. L'inconvénient, c'est quelques chutes sur les panneaux, mais la paille n'est pas calibrée sur les panneaux de bois. À un moment donné, il est plus simple de tailler un bois que de tailler la boîte de paille. Donc, on a un peu de chute dans le panneau bois, parce qu'on en a un anthrax plus serré que de 60, mais il n'empêche que du coup, la partie paille, ça va très vite. Donc, il y a très peu de bas de paille à recouper en réalité. Justement, et l'astuce que et ça c'est un peu mon bébé où je suis assez fier, entre guillemets, ou en tout cas, là on ne le voit pas et c'est peut-être pas mal. J'ai créé un assemblage d'angles qui permet de ne pas découper les boîtes de paille dans l'angle. Ils se chevauchent de manière autre, qui est trafiqué, entre guillemets. En tout cas, je fais un assemblage, un placement de poteaux, de montants en statut de bois, de la sorte que les boîtes de paille n'ont pas besoin de recouper dans l'angle. Qui sont pas au courant. Après, la botte de paille, on la laisse pas là, comme ça à l'intérieur. Qu'est-ce que tu mets dessus, toi? Là, le FastiPaille, c'est optimisé pour ce qui se fait le plus souvent quand on construit en paille, c'est des enduits en terre intérieure. On peut faire des panneaux et autres, mais la plupart des gens que j'ai rencontrés dans mon parcours professionnel, ils sont atterrés par des triptyques bois, paille, terre. Donc à l'extérieur, on est sur un panneau et en finition bardage ou fibre de bois avec l'enduit, on peut faire une finition minérale, et à l'intérieur, on reste sur l'argile ou sur la chaux pour certains, ou panneau par endroit avec une solaire secondaire, mais l'essentiel, c'est prévu pour les enduits à la terre. Et si tu En tout mets cas, c'est l'enduit à optimisé terre, pour ça. si tu mets l'enduit à terre, tu as encore un autre avantage. Un, ben, les locales, puisque si jamais ben, au niveau du terrassement, il y avait la terre qui était prévue, ben, tu l'as déjà sur place. Et l'autre avantage, c'est que tu as amené de l'inertie dans ton bâtiment.
l'inertie et une qualité de l'air imbattable. L'argile, donc la terre, elle permet d'avoir une hygrométrie entre 40 et 60% stable toute l'année. Donc, on a presque zéro agression de voie respiratoire dans l'air. On n'a ni l'air trop sec en hiver, ni trop humide dans d'autres endroits, parce que l'argile, c'est un régulateur hygrométrique et ça donne une qualité de l'air extraordinaire. Moi, j'ai eu des clients, donc des enfants, ils avaient des problèmes respiratoires. Ils ont fait une maison avec moi, avec beaucoup de terre. Au bout de 3, 4 mois, des enfants, ils avaient presque plus aucun problème respiratoire. Et donc, tu vas être la ruine des pneumatologues et tout ça, alors? Mais non, il y a la place pour tout le monde. Non, c'est la Non, magie je de plaisante. l'argile. C'est la magie de l'argile. Donc, le triptyque bois, paille et terre est juste magique. Voilà. Après, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Pour ça, je suis très heureux d'avoir rencontré Sébastien avec Facipay. Facibloc, pour la petite histoire, c'est une petite anecdote, mais qui mérite. Donc, pour la petite histoire, pour remettre un peu l'église au centre du village, c'est Facibloc, pour moi, c'était un coup de cœur suite à un accompagnement des clients qui m'ont présenté Facibloc parce qu'ils étaient trop loin pour que je fasse une campagne rapprochée. J'accompagnais des projets à distance, par visio et autres sur toute la France. Et eux, ils étaient donc à 1h30, 2h30 de chez moi et m'ont dit, qu'est-ce que tu en penses de Facibloc? J'ai dit, bon, c'est un vendredi soir, je regarde tout le week-end le site internet. Le lundi matin, j'appelle au siège de Facibloc pour avoir plus de renseignements sur le mur. De fil Normal. en aiguille, normal. Donc, c'est que bon, je vais aller visiter l'usine, on regarde ce que ça donne, et je suis réparti avec le contrat de commercial pour Facibloc parce que c'était adapté à mes clients et à beaucoup de projets que j'accompagne. Comme ça, il est né mon aventure avec Facibloc. D'accord. Manon, est-ce que tu as peut-être une autre question ou tu as peut-être toi également un projet sur le coude? Alors moi, c'est à plus long terme en tout cas, mais voilà, on se renseigne un peu sur ce serait pour rénover un petit chalet qu'on a voilà, en bas sur le terrain, donc c'est peut-être un peu petit du coup là par rapport aux surfaces minimales. Là, j'ai vu 35 mètres carrés, nous c'était plutôt peut-être une vingtaine quoi, mais bon, en tout cas voilà, on regarde, c'est super intéressant. Attends, est-ce que j'entends quelque chose que tu dis? Donc, dire que tu confirmes que pour une livraison chez Faciliblock, c'est minimum 35 mètres carrés? Non, 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 non. Après, il faut voir, Non, on l'est pas, hein? il faut regarder la proportion de transport projet. Donc, nous, on fait aussi des study blocks, ça démarre à une vingtaine de mètres carrés, donc c'est tout à fait possible. On travaille, donc on a des study blocks, des projets prédéfinis sur catalogue, mais on peut aussi les produire sur mesure. Donc là, je suis sur 2 study blocks en étude sur mesure, parce que les portes des projets, ils avaient leur plan et leur particularité. Donc, on travaille sur toute taille. Après, sur certains projets, j'ai déjà dû renoncer à des petits projets comme ça, parce que le ratio coût-transport des petits projets, quand c'est 10 mètres carrés ou 7-8 mètres carrés, c'est très vite construit sur place. Voilà. Ok. Mais, Ouais, mais je sur 20, regarderai là du coup ouais, les modèles sur catalogue. Tout à fait, parce qu'effectivement, donc ça, c'est le studio jardin, mais ça peut être effectivement un complément. Moi, j'avais déjà deux, trois questions sous le coude ici, de deux, trois personnes qui ont envoyé un petit message par Internet parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de venir avant. Et du coup, ben, dire que la première, ben, on a déjà répondu par les vidéos, même si c'était Isabelle qui posait la question est-ce que c'est aussi bien adapté pour des planchers en bois qu'en béton? Donc là, je suppose que tu confirmes et que ce soit l'un ou l'autre, ça change absolument rien. ça change absolument rien. La question de plancher bois, plancher béton, c'est plutôt une question de topographie du terrain, d'un côté. Un terrain en pente, le plancher bois il est très vite adapté parce qu'on allège la fondation et le coût de fabrication. Après, on risque d'avoir un peu de problème d'inertie parce que la dalle béton apporte de l'inertie, mais ça dépend des critères et des priorités qu'on met. En tout cas, le 2, techniquement, ça fonctionne très bien. Moi, je suis un grand fan de la dalle bois parce que sur une empreinte écologique et au cycle de vie des projets, on est bien meilleur. Et la masse thermique, on peut la trouver ailleurs, d'autant plus notamment avec la terre, on peut mettre des cloisons un peu lourds ou même on peut faire un contre-cloison en terre avec Facibloc. Ça, très peu de gens le savent parce que tout le monde travaille en classique. Mais moi, j'ai déjà travaillé avec des Facibloc et j'ai doublé en terre paille intérieure, par exemple. Ça ne change absolument rien. Et là, ben, tu me prêches un convaincu, puisque moi, j'ai mis ça aussi sur le Technopieux avec un vide en dessous. Et fatalement, cette lame d'air qui circule, ben, c'est l'idéal aussi pour le produit.
Absolument. Et du coup, j'ai Alain qui me posait la question, la finition extérieure, est-ce que ça doit être obligatoirement du bardage? Mais là, tu as répondu aussi qu'aucun problème de mettre du crépi, et quelle que soit la nature du crépi, évidemment. Bah, quel que soit, je suis moyennement d'accord. La construction écologique nécessite, on ne peut pas juste remplacer la laine de verre, la laine de roche par des produits biosourcés sans réfléchir à la conception. On est obligatoirement dans ce qu'on appelle dans une conception perspirante. C'est un peu comme la peau qu'on a nous, c'est elle laisse partir on respire avec les poumons, mais la peau elle fait partie de notre respiration aussi. On évacue par la peau. Et les maisons c'est pareil. On produit de la vapeur d'eau et tout le monde compte sur la VMC. La VMC sur les poumons, ça travaille sur une partie, mais il n'y a pas que ça. Donc malgré la VMC, il y a une pression sur le mur sur la vapeur d'eau et elle doit complètement migrer à travers le mur. Donc, on doit obligatoirement travailler avec un enduit qui gère la vapeur d'eau. Deux options, soit on a un enduit avec un processus fibre de bois enduit à la vapeur d'eau, ou on fait un support d'enduit sur lame ventilée, comme un bardage. On met des panneaux de support d'enduit, lame ventilée, et là, on peut mettre ce qu'on veut derrière. Quoi qu'il en soit, avant, il doit quelque part, la vapeur d'eau doit partir à un moment donné, soit avec la lame d'air, soit avec un produit ouvert à la vapeur d'eau. Et c'est ça la grosse bêtise quand tu vois souvent des maisons qui sont faites avec des panneaux d'OSB à l'extérieur. No comment. C'est très élégamment dit. Donc, je voyais aussi que dans les murs, le facteur R, puisque ça, c'est une question que beaucoup de gens posent. Alors, sur la fiche technique, sur la vidéo, vous la verrez bien en détail. Donc, il y a un facteur R pour le mur de base de 4,42. Et ceux qui veulent atteindre la norme de la RE 2020, donc là, il faut être un peu au-dessus. Donc là, tu rajoutes à ce moment une couche de 6 cm d'isolant. C'est juste? En fait, obligatoirement, dans cette voie, il faut savoir il faut qu'on gère l'étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air, elle est faite soit par les membranes, soit par on scotche le OSB, quoi qu'il en soit. On a une vie technique pour pas traverser avec les gaines et toute la technique notre membrane étanchéité à l'air. Donc, c'est vie technique en fonction de la pose de menuiserie entre 4 et 12 cm. Et en fonction du budget et des besoins pour l'étude thermique et autres, on peut isoler cette vie technique en supplément d'isolation entre 4, 6, 8, 12 cm. OK. Et donc là, à ce moment-là, on arrive aussi à du 5,42, de toute façon, ce qu'on a besoin d'avoir. Absolument. OK. Alors, j'avais encore une autre question, c'était le poids. Et donc là, tu as répondu tout à l'heure. Donc, c'était 45 kilos et pas 20 kilos. Donc, il faut être un peu plus costaud. Mais Ouais. comme tu as deux, ben, on se partage un peu la tâche. C'est tout à fait possible. Comme a dit Sébastien tout à l'heure, on peut, dans l'absolu, le porter tout seul. On s'amuse de temps en temps à mettre un bloc tout seul parce on se tourne un peu le pouce parce qu'il y a il y a quelqu'un qui est au téléphone, on va savoir ce qui arrive sur le sentier, mais on ne fait pas ça toute la journée. Mais à deux, c'est très aisé et en 2 jours, le mur sont debout. Après une troisième journée, pour faire ce qu'on appelle les coutures, des petites mises, ajustements pour finir le montage. Mais une maison de 100 mètres carrés, en 2, 3 jours, les murs sont debout, réglés et prêts à recevoir la charpente. Et surtout, si le sentier est bien organisé, on peut avoir, à partir de la dalle faite, on peut être hors d'eau, hors d'air en 10 jours. Maintenant, je dis ça quand même pour les gens qui ont raté un peu le début. Si on travaille avec des technopieux, donc là, les fondations, généralement, c'est 1 à 2 jours de travail sur place en fonction de la taille, évidemment, du bâtiment. La dalle bois, généralement, c'est aussi 1 à maximum 2 jours pour la faire. Ça veut dire que dans ce cas-là, ben, sur une grosse semaine, ben, la maison, entre guillemets, est déjà presque érigée, hein. Oui, absolument. Bon, en fait, c'est plus une question d'organisation et de logistique que la main-d'œuvre aujourd'hui avec Facibloc. Et l'avantage, on n'a pas besoin de grandes grues et autres engins lourds pour monter la maison. Sauf si on a des toitures un peu extravagantes. Moi, j'ai reçu une maison de 180 mètres carrés avec une toiture en débordatoire. J'ai des lames collées de 11 mètres de long qui voudraient tomber des 50. Là, on n'est plus du tout dans les manuels portables. Mais l'idée reste manipulable. Et si on fait une maison simple avec des fermettes et autres, ou des portes pas trop longues sur un sapin traditionnel, on peut rester sur les manuels portables. Quoi qu'il en soit, le mur, c'est tout à fait manuel portable. Moi, ce que j'ai entendu dire, tu me confirmes, imaginons maintenant que j'ai un rez-de-chaussée classique. Donc là, je travaille avec les petits blocs portables.
on met l'étage en place. Et au niveau de l'étage, malheureusement ou heureusement, j'ai envie de travailler avec des toits cathédrales, donc je vais travailler avec une charpente traditionnelle. En plus de ça, je veux des casquettes de toiture, donc avec des gros débordements. Donc là, fatalement, j'aurai des lamelés collés. Et du coup, là, je ne peux pas travailler avec les panneaux de 60 centimètres. Vous allez en fait reconstituer des panneaux plus larges qui pourront justement accepter ces descentes de charge. Ce n'est pas une question de temps de charge, parce que les panneaux de 60 ils peuvent recevoir les charges verticaux, parce que on est sur l'ossature traditionnelle. Après, ça dépend des chaînages et des linteaux si besoin est, ou des poteaux intégrés dans le bloc. C'est plus une question souvent de hauteur de mur, parce qu'en R+2, ou R+1, donc pour le deuxième étage, on n'est pas toujours à un bloc de 2,80 m. Des fois, on a juste 2 mètres en bas 2 mètres, 2,20 m en bas des pentes, ça dépend. Ça, c'est plus une question d'architectural et aussi technique parce que des murs comment dire, avec la pente du toit, des murs de pignon, sont pas toujours faciles à faire en bloc de 60 centimètres. La marge d'erreur, elle commence à être un peu plus grande. Donc, D'accord. sur des murs à 2,80 m qui s'enchaînent, s'il y a des petits décalages, on arrive toujours à l'attraper. Si on est sur des pentes, ça va être plus compliqué. C'est plus compliqué. Et donc, du coup, de toute façon, s'il faut monter un étage, à un moment donné, il faut des élevages. Donc, c'est s'entêter dans les manies portables, ça fait plus de sens. D'accord, OK. Donc Il là, faut, ben, il c'est faut donne rester la dans le bonne bon réponse. sens. Tout est question de bon sens. Donc, on est manie portable autant que possible. Mais quand c'est plus intelligent de passer à des formes plus importantes, ou pour des raisons X, Y, soit l'accès, soit des sons de charge, comme tu dis, soit l'architectural, on sait faire du traditionnel adapté à tout projet. Super. Et ça ne pose pas de problème d'avoir en bas au rez-de-chaussée des éléments de 60 centimètres et à l'étage avoir des éléments structurels plus larges. Absolument pas, parce qu'on a une liaison classique comme n'importe quelle ossature qui, au début, se en deux. Super. Tout grand merci à Dirk. Et puis, Avec grand on se dit plaisir. à tout bientôt. À très bientôt. Ciao, bonne soirée. Ciao, ciao, bonne soirée.